Merci à tous de vous être connectés. Donc, on va commencer ce webinaire de l'Agence régionale de santé Île-de-France, qui est donc consacré aux maladies neurodégénératives et l'accompagnement à domicile. Donc, je vais laisser la parole pour l'introduction, tout d'abord à Stéphanie Talbot, directrice de l'autonomie, et ensuite à Béatrice Sévadjian, directrice du pôle ville-hôpital à la direction de l'offre de soins. Merci. Merci beaucoup de vous connecter donc à ce webinaire sur les maladies neurodégénératives. Peut-être en introduction, je voulais juste insister sur les projections démographiques pour vous montrer en quoi, combien c'est un sujet important pour l'Île-de-France. Selon les projections démographiques en notre possession, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans va fortement augmenter en France d'ici 2030 et encore plus d'ici 2050. On estime que les personnes âgées de plus de 75 ans vont passer de 4 à 6 millions d'ici 2030. Et les personnes âgées de plus de 85 ans constitueront, elles, une population vraiment importante et vont connaître une croissance exponentielle à partir de 2030 et jusqu'en 2050. Les plus de 85 ans sont évalués aujourd'hui à une population de 2,2 millions d'habitants. Ils vont passer à 4,8 millions d'habitants en 2050, soit une augmentation de près de 120%. En même temps, on estime en tout cas, Santé publique France estime à environ 1,2 million le nombre de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou par une maladie apparentée et à 175 000 personnes le nombre de personnes atteintes par la maladie de Parkinson, ce qui fait une prévalence de 2,63 pour 1000 habitants. Et quand on corrèle ces maladies neurodégénératives avec l'évolution de la population, on peut très vite comprendre que le vieillissement de la population va augmenter le nombre de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Si on se place ensuite au niveau régional, en 2019, selon les données de l'Observatoire régional de la santé, il y avait en Île-de-France environ 70 000 franciliens atteints de la maladie d'Alzheimer et plus de 40 000 franciliens atteints d'autres maladies apparentées. Les 33 000 personnes étaient atteintes de la maladie de Parkinson et 20 000 patients étaient atteints de la sclérose en plaques. La plupart des maladies neurodégénératives ont un caractère irréversible, on le sait, et amènent à une perte d'autonomie. Il y a donc une nécessité pour les pouvoirs publics de développer l'accompagnement des personnes atteintes. À la fois d'augmenter le nombre de dispositifs d'accompagnement et bien sûr augmenter le nombre de professionnels pour accompagner ces personnes et en tout cas, à tout le moins, améliorer l'accès à un diagnostic précoce. Selon les projections démographiques, le nombre de personnes âgées en situation de perte d'autonomie augmentera de plus 16% d'ici 2030 en Île-de-France, plus 36% d'ici 2040, plus de 46% d'ici 2050 pour atteindre 4 millions d'habitants. Par ailleurs, diverses enquêtes d'opinion montrent que les personnes aujourd'hui souhaitent vieillir le plus longtemps possible à domicile et rejettent un peu l'entrée en EHPAD, même si cette entrée en EHPAD est parfois inéluctable pour ces personnes atteintes de maladies neurodégénératives, lorsque rester chez soi devient trop dangereux et ou nécessite trop d'accompagnants. Juste peut-être en introduction, parce que je ne veux pas être trop longue, vous dire également, vous parler des orientations du PRS 3 sur la question des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Je crois qu'il y a un écho dans les... Bon, ça va... Voilà. Donc, bien évidemment, le PRS 3 a pris en compte ces enjeux et on a fait de ses priorités.
des premières priorités, c'est le développement d'unités cognitivo-comportementales, le développement des unités d'hébergement renforcées, les UHR, et le développement de PASA en Île-de-France. Le PRS axe également ses travaux sur faciliter l'accès à la télémédecine, à la téléconsultation, à la télésurveillance. Le dépistage et l'accès au diagnostic des troubles cognitifs est également une priorité, ainsi que le maintien à domicile en développant les équipes mobiles et également en soutenant les aidants, puisque qui dit maintien à domicile dit généralement également recours plus important aux aidants. Par ailleurs, de nouvelles orientations devraient figurer dans la nouvelle stratégie des maladies neurodégénératives encore en cours d'élaboration en 2025, et notamment le déploiement des interventions non médicamenteuses, l'accompagnement à domicile par le renforcement des équipes mobiles et le renforcement des accueils de jour. Et puis en établissement, il est annoncé une généralisation des PASA dans tous les EHPAD, et c'est ce à quoi nous nous attelons à l'ARS Île-de-France depuis maintenant quelques années. Juste pour vous dire enfin, à titre d'illustration, quelques actions que nous avons menées ces derniers mois. L'ARS Île-de-France s'est engagée à la relabellisation des consultations mémoire pour faire en sorte qu'elles correspondent, en tout cas qu'elles se conforment au nouveau cahier des charges, et également pour améliorer le maillage territorial dans chaque département. Et faciliter, accroître la coordination des acteurs. En Île-de-France, on compte 68 consultations mémoire labellisées, 18 consultations de proximité et puis 50 consultations mémoire de territoire associées à des établissements de santé. Par ailleurs, on compte également 3 centres de ressources et de recherche, les CMRR, qui sont labellisés, dont un nouveau a été labellisé en 2024 au GHU Paris Neurosciences, pour développer l'expertise sur les situations complexes où s'intriguent les troubles cognitifs et les troubles à l'expression psychiatrique. Je vous parlais des PASA, on a lancé un appel à candidature en 2024 et on s'apprête à en lancer un autre en 2025 où on souhaite créer 39 nouveaux PASA. Et puis, on s'est attaché à la mise en œuvre à titre expérimental d'une unité cognitivo-comportementale mobile à l'hôpital Bretonneau à Paris. Qui sera d'ailleurs présente, en fait, cette unité, elle sera présentée tout à l'heure dans ce webinaire. Voilà, donc comme vous le comprenez, nous poursuivons en 25 les efforts qui ont été engagés à vos côtés pour améliorer sans cesse l'accompagnement des personnes atteintes de troubles troubles neurodégénératifs. Et je vais laisser la parole à ma collègue Béatrice Sevedjian pour vous expliquer la partie. Voilà, je te laisse la parole. Merci Stéphanie. Alors, je serai plus. Mon introduction sera plus courte et moins. Il y aura beaucoup moins de chiffres. Comme ça, on laissera aussi la parole aux personnes qui sont là pour présenter les sujets. Donc, moi, je suis ravie de co-introduire ce webinaire donc, avec Stéphanie Talbot, mon homologue de la direction de l'autonomie. En effet, ces webinaires qui sont annuels sont habituellement portés par nos deux directions parce que les parcours de ces différentes maladies neurologiques sont caractérisés notamment par leur diversité et surtout en termes de prise en charge. Donc, le plus souvent, les patients sont pris en charge à l'hôpital, puis en ville, essentiellement en ville, et presque toujours, très fréquemment, dans le secteur médico-social, comme l'a précisé Stéphanie. Elle a présenté également beaucoup de chiffres, hein, donc je ne vais pas les répéter, mais on sait que la prévalence donc, de l'ensemble des maladies neurologiques est en nette augmentation du fait du vieillissement de la population et de l'évolution des prises en charge. Dans ce contexte, on est tenté, et c'est ce qu'on fait habituellement, de développer des dispositifs ou des offres qui sont très spécifiques pour chacune des pathologies. Et je voudrais profiter donc de ce webinaire et de ma présence pour souligner qu'à nouveau de l'importance de privilégier
dans la mesure du possible, de développer des dispositifs qui soient transversaux et davantage polyvalents et pour traiter ces pathologies neurologiques dans leur ensemble et non pas pathologie par pathologie. On a, pour exemple, on a développé et on a soutenu la Fédération Neurologie dernièrement, qui en fait l'émanation d'anciens réseaux de santé régionaux qui étaient spécialisés dans la sclérose en plaques. Le but étant d'accompagner les professionnels dans le suivi de leurs patients, mais aussi les patients eux-mêmes dans la compréhension et la gestion de leur maladie. Donc, c'est cette dynamique qui doit guider notre action dans un contexte où nous ne pouvons pas nous permettre de démultiplier les dispositifs et les filières, à la fois dans un souci de visibilité, mais aussi de rationalisation des ressources. Donc, on a essayé de construire ce programme en suivant un peu ce fil rouge pour valoriser à la fois la transversalité et l'articulation entre les thématiques et voir avec les filières existantes, mais aussi, comme l'a précisé aussi Stéphanie, de bien valoriser toutes les initiatives qui permettent le développement et l'amélioration des prises en charge à domicile. Pour limiter les transports, mais surtout favoriser le maintien à domicile dans des conditions qui soient optimales. Aujourd'hui, nous avons donc plusieurs présentations, dont les présentations autour des liens entre santé bucco-dentaire et maladies neurodégénératives, la présentation de la filière de soins palliatifs, où des liens doivent être renforcés pour se développer et répondre aux besoins de ces patients qui sont très spécifiques. On va présenter également le projet de plateforme e-santé d'autorééducation, de télésuivi, de télérééducation qui permet aux patients atteints de pathologies neurologiques de faire de la réadaptation à leur domicile. Donc, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent webinaire. J'espère que l'on continuera ensemble à avancer vers ces objectifs pour réduire les inégalités de l'offre, faciliter l'accès à l'expertise, faciliter le maintien au domicile, comme on l'a dit, améliorer l'information, la formation, la prévention et bien sûr l'aide aux aidants. Donc, je vais laisser, je crois que c'est le docteur Florian Laurent qui va, à moins que ce soit Isabelle qui reprenne la parole. Non, ça peut être les deux. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos introductions. Et donc, on va commencer le webinaire avec la présentation, effectivement, comme le disait Béatrice Evadjian, du docteur Laurent sur la santé bucco-dentaire et les maladies neurodégénératives. Est-ce qu'il y a un lien important? Donc, une question intéressante. Donc, merci Florian de cette présentation. Bonjour à tous. Déjà, merci pour cette invitation à ce webinaire sur les maladies neurodégénératives. Effectivement, c'est un fait acquis aujourd'hui, scientifique. Il n'y a pas de bonne santé sans bonne santé bucco-dentaire. L'OMS l'a rappelé très récemment, puisque c'est maintenant prouvé que les foyers infectieux bucco-dentaires actifs peuvent avoir des répercussions, notamment les parodontites, et peuvent être des facteurs d'apparition, de déséquilibre ou d'aggravation de certaines maladies, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou la polyarthrite rhumatoïde. Avant de parler des liens entre la santé bucco-dentaire et les maladies neurodégénératives, un petit rappel très rapide et très succinct sur la maladie parodontale, puisque c'est de ça aussi dont on parle. Donc la maladie parodontale, 2 stades, la gingivite, la parodontite. La gingivite, donc la maladie parodontale, c'est une maladie inflammatoire qui, dans son premier stade, est réversible. Donc un stade précoce de gingivite où les gencives sont gonflées, saignent facilement, et qui peut être tout à fait traité facilement par le chirurgien dentiste. Deuxième stade, la parodontite, où on a une destruction des tissus de soutien de la dent, donc l'os, qui entraîne une perte irréversible et pour lequel on a besoin d'avoir un traitement plus important. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la santé bucco-dentaire a un lien avec les maladies neurodégénératives. Je vais vous faire un petit spoiler, la réponse est oui. Donc on sait que la neuroinflammation chronique est une composante connue des troubles neurodégénératifs. Et aujourd'hui, un certain nombre d'études récentes, et vous aurez toute la bibliographie à la fin de cette présentation, suggère en tout cas que l'inflammation systémique, en partie due à l'inflammation parodontale, est un stimulus possible pour le développement de cette neuroinflammation.
Ça a trois conséquences et trois conclusions de ces études récentes. La première, c'est qu'une corrélation positive entre les maladies parodontales et les troubles neurodégénératifs a été mise en évidence au travers de 20 études longitudinales, donc ce qui n'est pas rien. La maladie parodontale pourrait initier ou contribuer à la pathogénèse de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, les patients atteints de parodontite ont un risque plus élevé de développer une maladie de Parkinson. On voit qu'il y a un lien qui est mis en évidence. Alors, quelles sont les conséquences des maladies neurodégénératives sur la santé bucco-dentaire? La difficulté, c'est qu'une personne avec des tremblements accrus ou des troubles cognitifs va avoir plus de difficultés à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire parce qu'il y aura des difficultés de préhension sur les outils pour le brossage quotidien, un brossage qui va être moins efficace, l'oubli d'avoir une hygiène bucco-dentaire quotidienne. Et donc, ce défaut d'hygiène bucco-dentaire quotidienne va entraîner des pathologies, des caries, de la gingivite, des infections. Et toutes ces pathologies vont être source de douleurs. Or, les douleurs bucco-dentaires, par exemple la mastication, peuvent modifier la façon de s'alimenter pour les patients, pour les personnes, et avec, à terme, si c'est vraiment à un stade avancé, des risques de malnutrition ou de dénutrition. L'autre élément qui est assez important de rappeler, c'est que chez les personnes qui ont des troubles cognitifs importants, une douleur, n'importe laquelle, mais notamment une douleur dentaire, peut provoquer des troubles du comportement, une agitation, une agressivité. Et donc parfois, on n'a pas forcément ce lien qui se fait face à un patient qui a des troubles du comportement inexpliqués. On n'a pas souvent ce réflexe de se dire, mais est-ce que ça pourrait pas venir des dents? Est-ce qu'il n'y aurait pas une douleur ou une infection? Et donc, allons voir dans la bouche de ces patients. Pourquoi est-ce que c'est important de repérer rapidement les défauts d'hygiène bucco-dentaire? Bah, pour prévenir les douleurs, pour prévenir les troubles du comportement, pour prévenir de la malnutrition. Et donc, on a besoin d'accompagner ces patients. Et donc, on peut dissocier, enfin séparer en trois catégories les patients autonomes, les patients partiellement autonomes et puis les patients dépendants. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on identifie un défaut d'hygiène bucco-dentaire, pour les personnes autonomes, ça va être potentiellement d'apporter du matériel adapté. Parfois, c'est un manchon ergonomique, passer à une brosse à dents électrique. Pour les personnes qui sont partiellement autonomes, ça va être de proposer du matériel adapté et puis de compléter la toilette buccale. Et puis pour les personnes dépendantes, c'est de passer à une toilette buccale assistée, réalisée par une tierce personne. Ça peut être un aidant professionnel ou un aidant familial, un proche aidant. Dans ce but, l'ARS Île-de-France a développé un partenariat avec le Gérondif et de nombreux acteurs de terrain, notamment les acteurs des EHPAD, pour proposer un site internet permettant d'obtenir de manière instantanée le protocole individualisé de toilette buccale adapté aux personnes. Et donc, on va vous présenter ce site. Vous avez en haut à droite l'adresse de cette page ARS qui est active dès maintenant. Et donc, sur cette page, vous allez pouvoir créer un protocole en répondant à 5 questions. Donc, le niveau d'autonomie de la personne pour réaliser la toilette buccale. Est-ce qu'elle est autonome, partiellement autonome, non autonome? Est-ce que la personne présente un risque de fausse route? Est-ce que la personne a des dents? Est-ce que la personne est porteuse d'une ou plusieurs prothèses dentaires? Et puis, est-ce qu'il y a un risque d'opposition à la toilette buccale? Une fois que vous avez répondu à ces 5 questions en cochant, il vous suffit de cliquer sur « Voir le document » et vous obtiendrez automatiquement un protocole d'hygiène bucco-dentaire, un protocole de toilette buccale correspondant au profil du patient que vous avez rentré dans les 5 questions précédentes. Ce protocole, il est individuel, il est recto-verso en couleur, c'est un étape par étape et qui se base quasiment exclusivement sur des images pour que ce soit compris par tous. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de santé, ça peut être un proche aidant et ça permet de pouvoir guider la toilette buccale quotidienne, avec aussi des petits renseignements qui sont à noter sur les particularités, les conseils individualisés, les préférences en fin de deuxième page. Voilà, cette page web, elle est accessible bien sûr pour les EHPAD, mais ça concerne aussi les unités de soins de longue durée, les résidences autonomie, les services de gériatrie, mais aussi le domicile, les SIAD, voilà, les SMR. Et donc, on vous encourage à aller tester cette page et aussi à nous faire des retours hein, sur ces protocoles. Juste après, voilà, vous avez la bibliographie qui correspond à ce que je viens de vous expliquer. Et puis,
je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Florian, pour cette présentation. Donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal à l'agence actuellement, dans différentes pathologies, hein, pas seulement les maladies neurodégénératives, mais également les AVC, et puis d'autres pathologies comme le diabète ou les problèmes cardiaques. Alors, je crois qu'on n'a pas de questions dans la conversation. Je n'en ai pas vu passer. D'accord. Directement de questions. Voilà. Bon, pour les prochaines fois, vous posez vos questions au fur et à mesure de la présentation pour que ce soit plus simple plutôt que de vous faire parler. C'est un peu compliqué. Donc, tu as souligné quand même l'importance du rôle des aidants, de l'entourage pour encourager les patients atteints de maladies neurodégénératives pour les soins bucco-dentaires. C'est indispensable, hein. Aujourd'hui, les patients qui sont en perte d'autonomie, si on ne les accompagne pas sur la santé bucco-dentaire, on va assez rapidement avoir une dégradation de l'état de santé bucco-dentaire et donc, comme on l'a dit précédemment, de l'état de santé général, notamment sur les problématiques de nutrition. Petit complément sur la page que je vous ai présentée juste avant, il y aura dans les semaines à venir des ressources complémentaires qui vous permettront d'avoir des informations sur les techniques de brossage, le brossage des dents, le brossage des muqueuses, le brossage des prothèses dentaires, comment faire face à une opposition à une toilette buccale, comment je gère un patient ou un proche aidant qui a du mal qui ne veut pas se faire approcher pour avoir une toilette buccale. Et donc, on espère que toutes ces ressources vont vous accompagner et vous permettront d'accompagner vos patients ou les proches aidants. Voilà, effectivement, donc comme il y a une question, comme on vous a répondu, hein, le lien sera dans le diaporama. Et puis de toute façon, je pense qu'on pourra peut-être le trouver aussi en cherchant sur Google. On fera une publication LinkedIn aussi sur le... LinkedIn aussi, d'accord. Donc tout vous sera transmis rapidement. Voilà. Les ressources seront sur la même page. D'accord, très bien, les ressources, OK. Alors, une question. Comment faire quand le patient ne veut absolument pas ouvrir la bouche pour que nous effectuions le soin à domicile? Alors, c'est le patient opposant, là. Chez le patient opposant. Donc, ça fait partie justement d'une fiche dans laquelle vous seront détaillées toute la stratégie. La première étape, c'est de savoir pourquoi le patient y refuse. Parfois, c'est parce qu'il a peur d'avoir mal, parfois, c'est parce qu'il est confus ou qu'il a des troubles cognitifs et donc il ne comprend pas ce que vous voulez lui faire. Donc, ça veut dire qu'on a un besoin de réexpliquer la procédure, de réexpliquer pourquoi on le fait. Et puis surtout, dans cette fiche, vous verrez, on a développé un certain nombre de stratégies qui vous permettent d'essayer d'arriver à réaliser une toilette buccale. Et notamment, dans ces stratégies, il y a le fait de mettre en avant les bénéfices attendus, hein, le fait que ça permettra d'éviter des douleurs, d'avoir une sensation de bien-être et de fraîcheur après. Et puis, il y a un certain nombre d'autres techniques, notamment la diversion, le fait de travailler en binôme, le fait d'utiliser de la musique. On a comme ça un certain nombre de stratégies qui vous seront proposées. Ça fait partie des ressources qui seront disponibles sur la page ARS. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Florian. Donc, nous allons passer à la prochaine présentation qui concerne donc... Une autre question, c'est avez-vous une liste de dentistes acceptant de prendre en charge des patients? Reviens. Alors, normalement, tout chirurgien dentiste est en capacité de pouvoir prendre en charge ce type de patients. Après, quand on est sur des patients qui ont vraiment des grosses difficultés ou on est sur des troubles cognitifs majeurs, on s'apparente après à des patients qui sont en situation de handicap. On a un réseau spécialisé sur la prise en charge des patients en situation de handicap. C'est le réseau Rhapsodif. Et donc, on pourrait être amené à solliciter des chirurgiens dentistes du réseau pour prendre en charge ce type de patients. Après, un certain nombre de services d'odontologie, notamment hospitalo-universitaires, sont en capacité de prendre en charge ces patients également. Donc voilà, il y a des solutions qui existent. Souvent, il faut aussi sensibiliser les chirurgiens dentistes traitants à se former à ce qu'on appelle l'approche comportementale, parce que finalement, c'est souvent une question de posture et de dialogue avec le patient qui permet de pouvoir prendre en charge ces patients. Très bien. Merci beaucoup. Non. On passe à la présentation d'après. Donc, c'est le docteur Bradaï qui, j'espère, est là. Je n'ai pas vu de visibilité. Bonjour, je suis là. Super, merci beaucoup.
Donc, cette présentation concerne donc une expérimentation qui a été lauréate de l'appel à projet sur les innovations organisationnelles qui s'appuie sur une solution technologique ou numérique, appel à projet qui est réalisé par l'ARS l'Île-de-France chaque année. D'ailleurs, l'appel à projet est en cours, si vous voulez y répondre pour cette année 2025. Et donc, en 2022, le docteur Bradaï et ses collègues avaient déposé un projet concernant la téléréadaptation pour les pathologies neurologiques chroniques, un projet d'HDJ d'hôpital de jour numérique. Et donc, le docteur Bradaï nous présente cette expérimentation avec un focus sur les maladies neurodégénératives. Donc, je te laisse la parole, Nacera. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Merci de cette invitation. Et comme ça a été dit, je vais vous présenter donc notre expérience sur la téléréadaptation avec la particularité que c'est pour des pathologies neurologiques. Il y a eu des patients présentant une maladie neurodégénérative et d'autres qui avaient des pathologies post-AVC, etc. Donc, notre expérience en numérique a débuté en 2020, tout début 2020, avant la crise sanitaire. Ensuite, nous avons adapté nos pratiques à cette modalité, puis nous sommes arrivés à cette expérimentation d'hôpital de jour numérique pour pathologie neurologique. Donc, tout a commencé en février 2020. Après, là aussi, on a répondu à un appel à projet de la DGES et de l'ARS Île-de-France sur les nouvelles technologies et nous avons donc monté un programme de téléréadaptation de patients porteurs d'arthroplastie totale du genou en partenariat avec la chaire de téléréadaptation de Sherbrooke au Canada. Et là-dessus arrive la crise sanitaire. Notre hôpital, qui est un hôpital de jour exclusif, a dû fermer. Et nous avons donc fonctionné uniquement en téléréadaptation. À la fin du confinement, nous avons repris une activité en présentiel, mais nous avons pris la décision de faire de manière hybride pour maintenir l'activité téléréadaptation. Nous avons intégré cette pratique, donc cette modalité téléréadaptation dans 3 de nos chemins cliniques et il nous arrive également d'en réaliser en dehors de ces chemins cliniques. La suite, s'il vous plaît. Alors, on s'est dit qu'il serait intéressant d'adapter un programme d'activité physique adaptée pour des patients porteurs d'une pathologie neurologique chronique. Pourquoi? Parce que la population en situation de handicap et peut-être encore plus les maladies neurodégénératives est 2 fois plus inactive que la population générale, que l'OMS encourage vivement à la pratique de l'activité physique adaptée et à intégrer des recommandations dans son plan d'action global 2018-2030 avec une quantité d'activité physique qui est bien précisée et qu'il fallait également encourager l'utilisation des nouvelles technologies. La téléréadaptation, comme tout le monde le sait, est un sous-domaine de la télémédecine. Elle est dite synchrone lorsque la séance se fait en direct avec le thérapeute et asynchrone lorsque le thérapeute donne des exercices à faire mais qu'il ne contrôle pas en temps réel ce que fait la personne, l'usager, le patient. Et la littérature a montré que le mode le plus efficace est le mode synchrone. Bon. Dans la littérature, il est évoqué l'usage de la téléréadaptation dans les maladies neurologiques, neurodégénératives, mais pas tant que ça. C'est essentiellement pour la pathologie Parkinson et c'est essentiellement sur l'équilibre. La littérature rapporte que cette modalité de téléréadaptation permet un remplacement ou un complément des évaluations. Il est inutile de déplacer le patient, réduit les délais des consultations de suivi, réduit la disparité de l'accès aux soins. Elle a un rôle d'éducation thérapeutique dans l'environnement de la personne, mais également un rôle éducatif sur les dents et dans la prise en main sur la pathologie et le soin qu'on appelle également empowerment.
et cela permet également d'encourager la pérennisation de l'activité physique qui est un moyen de prévention primaire, secondaire et tertiaire dans différents types de pathologies. Alors, notre programme qui s'est appelé Programme d'activité physique adaptée en HDJ numérique pour pathologie neurologique chronique, avait un objectif principal, c'était de montrer ou pas la faisabilité de séances d'activité physique adaptée en téléréadaptation associées à des auto-exercices, donc pour des patients porteurs de pathologies chroniques. Et puis, on s'est dit que ça serait bien aussi de regarder les bénéfices. On s'est basé sur une échelle qui est de plus en plus utilisée dans notre spécialité, qui est la MPR. C'est la Goal Attainment Scaling, qui consiste à déterminer avec le patient les objectifs qu'il souhaite atteindre et qui doivent être réalistes. Et puis, quel impact sur la qualité de vie. Nous avons utilisé le Q5D5L, qui est une échelle de qualité de vie de Rockall, faite de 2 échelles en fait, et puis quelques indicateurs PROMS et PREMS que nous avons fait faire par un cabinet de consulting. Nous avons pensé que ça serait intéressant de voir aussi l'observance des participants à cette modalité et l'adhésion des thérapeutes. Et enfin, qui parmi nos patients a poursuivi l'activité physique ou a intégré une association sportive ou une salle de sport. Alors, nous avons donc inclus des patients de notre hôpital La Boissière, ainsi que d'une structure médico-sociale qui est un foyer d'accueil médicalisé. Notre programme durait pendant 2 ans. La plateforme que nous avons utilisée, c'est une plateforme française qui s'appelle AxoMove, qui a de nombreuses fonctionnalités. Et puis, les critères d'inclusion, c'est l'âge habituel, 18 à 80 ans, être porteur d'une pathologie neurologique, avoir accès à un outil informatique, Internet, et avoir un aidant. Et les critères d'exclusion, c'est tout ce qui n'entrait pas dans les critères d'inclusion. La suite, merci. Nous avons tracé un chemin clinique en 3 étapes avec une première phase qui comportait des séances de télé-réadaptation dites synchrones et des séances en asynchrone. Cette étape durait 3 mois, précédée par un bilan, suivi par un autre bilan, puis les participants débutaient une deuxième phase de 3 mois où ils ne faisaient que des auto-exercices avec une interaction, mais pas en direct avec les thérapeutes, et enfin une autre phase qui allait de M6 à M12, où ils avaient accès à l'outil, la plateforme AxoMove, où ils devaient faire autant d'auto-exercices qu'ils le souhaitaient, sans phase synchrone, et avec un bilan en fin de tout ça. Et nous avions accès au nombre de séances réalisées, nous avions un retour sur tout ça. Nous avons décidé de regrouper nos participants en 3 groupes, un groupe marchand sans aide, un groupe marchand avec aide et un groupe non marchand. Nous avons informé les kinésithérapeutes habituellement, qui s'occupent habituellement de nos patients, ainsi que les médecins traitants de ce programme, de cette expérience, et nous les avons encouragés à revenir vers nous pour qu'ils utilisent également la téléréadaptation via AxoMove. Alors, résultat, du 14 mars 2022, où on a inclus le premier patient, au 29 novembre 2024, où on a inclus le dernier, 64 patients étaient inclus dans le parcours sur les 102 qui étaient fléchés. Le reste, 102 moins 64, n'ont pas pu faire pour diverses raisons. Donc, à la date du 29 novembre, 22 patients avaient totalement abouti le parcours, 16 en étaient à T2, c'est-à-dire à M6, c'est-à-dire à la fin des 2 phases d'exercice. 4 ont eu leur évaluation à la fin de la première phase, 19 ont réalisé le bilan initial mais n'avaient pas encore commencé le programme, et 3 ont signé le consentement mais n'avaient encore fait aucun bilan.
Alors, concernant la répartition par pathologie de nos patients, l'essentiel de nos patients étaient des scléroses en plaques, 29%. Ensuite, c'est les hémiparésies, les lésions médulaires, mais nous avions également des Parkinson, des Charcot-Marie-Tooth, des maladies de Friedreich, etc. L'âge moyen de nos patients était de 56 ans et la majorité de nos patients étaient des femmes. Enfin, plus que la moitié étaient des femmes. Concernant la répartition par capacité de marche, plus de la moitié de nos patients marchaient avec aide. Et ensuite, nous avons fait faire un auto-questionnaire concernant l'activité des patients au quotidien ou dans la semaine, etc., l'activité physique. Et la plupart de nos participants avaient une activité moyenne. Alors, sur l'échelle de qualité de vie de Rockall qui s'appelle EQ5D5L, qui donne deux résultats, c'est l'index value pour la France et une échelle numérique. On a vu que lors de la première phase, si on regarde pour les 22 patients qui ont finalisé tout le parcours, ils améliorent les choses durant la phase synchrone et ensuite ils se stabilisent. C'est à peu près la même chose pour les 12 patients qui ont atteint la phase M6, qui ont finalisé la deuxième phase. La suite, s'il vous plaît. Ensuite, pour les 4 patients, c'est vraiment un tout petit nombre de patients. Mais on a vu qu'ils avaient amélioré l'index value et l'échelle numérique de l'EQ5D5L. Ensuite, nous avons regardé les objectifs déterminés sur la Goal Attainment Scaling et nous avons vu que plus de la moitié de nos patients avaient atteint ou dépassé les objectifs qu'ils s'étaient fixés pour les 22 patients qui avaient conclu tout le programme, que ce soit pour l'objectif principal ou pour l'objectif secondaire. En fonction de la complétion du programme, on a réparti par ceux qui ont finalisé, ceux qui ont réalisé plus de la moitié du programme, etc. Et nous avons vu que 70% de nos patients ont complété plus de la moitié du programme synchrone, c'est-à-dire en direct avec le thérapeute. On a constaté une adhésion satisfaisante des bénéficiaires durant la phase synchrone, ce qui correspond à la littérature. Et cette adhésion a baissé à M6, c'est-à-dire à la fin de la deuxième phase. On a eu la bonne surprise de constater que ce que nous espérions s'est réalisé, c'est-à-dire que la pratique de l'activité physique a évolué entre avant ce programme et à la fin de ce programme, puisque la majorité de nos patients ont augmenté leur quantité d'activité physique, tant en termes de fréquence que d'intensité que de durée des séances, essentiellement. Et puis, quelques-uns, pas beaucoup, ont intégré des associations, des clubs, etc., ou ont repris une activité qu'ils avaient avant et qu'ils avaient interrompue. Alors, ce qui est assez décevant, c'est l'implication des professionnels pour les auto-exercices, où si on pose la question aux thérapeutes, est-ce qu'ils sentent que est-ce que vous vous sentez impliqué dans le parcours de soins de votre patient neuro au niveau des auto-exercices au domicile? Ils disent qu'ils baissent avant le début du programme, c'est plus élevé qu'à la fin de la première phase, et c'est assez décevant. Et c'est pareil sur le ressenti par rapport à l'implication des patients sur la pratique de leur auto-exercice. Donc, les thérapeutes pensent que les patients ne sont pas impliqués pour la pratique des auto-exercices. Donc, on a utilisé aussi, on a fait faire par une boîte extérieure des auto-questionnaires. Je n'ai pas tout rapporté ici parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a récoltés. Mais par exemple, si on demande aux patients, pensez-vous que votre participation à ce programme a permis de maintenir votre état physique plus longtemps? La plupart des réponses se situent entre 3 et 5. C'est encourageant. Si on leur demande, ça c'est AM3,
et à M6, on a à peu près les mêmes résultats. Ensuite, la question suivante, ça a été, aujourd'hui, à combien évaluez-vous l'effort que vous devez fournir pour suivre une séance de téléréadaptation? À M3, les réponses se situent plutôt au milieu, et à M6, c'est à peu près réparti pareillement partout. Alors, si on demande à nos questions à M3 à la fin de la phase synchrone, est-il facile d'obtenir des réponses de la part des paramédicaux lorsque vous les sollicitez? C'est plutôt bon. Et c'est la même chose à M6. On a un petit peu dépassé le temps, excuse-nous. J'ai quasi voilà. fini, j'ai fini. Merci. Et la même question est posée pour les médecins et donc ils ont les réponses. Donc en conclusion, je vais passer très vite en 2 phrases. Il est possible de faire de l'activité physique en téléréadaptation à des personnes ayant une pathologie neurologique. Le frein réside au niveau des thérapeutes et nous pensons qu'il faut un travail en profondeur pour amener les thérapeutes à accepter cette modalité. Et j'ai appris récemment que maintenant, la téléréadaptation est enseignée dans certaines écoles de kiné. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. Alors, donc, les questions, ça va être très rapide. Hein, donc, matériel nécessaire pour le patient et pour le kiné. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Alors là, non, on utilise ce qu'a le patient chez lui. Et ensuite, s'il veut acheter certaines petites choses, il peut. Mais une bouteille d'eau à la place d'un poids, etc. D'accord. OK. Et une dernière question, est-ce qu'il y a un binôme APA et kiné? Alors, notre programme, dans notre téléréadaptation, les kinés, les APA, tout le monde en fait. Dans le programme que je viens de vous présenter, c'était les APA et puis une séance d'APA et une séance de kiné ou de coaching par semaine. Coaching motivationnel. Ouais, très bien. Ben, merci beaucoup. On va De rien. passer à la présentation suivante. Je rappelle juste de bien poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Merci. Merci beaucoup. Hein. Je reprends la parole. Donc, on va vous présenter l'unité cognitivo-comportementale et pas comportementaliste mobile. Alors, on donne la parole au docteur Mouna Ramdani, qui est médecin gériatre en neuropsychogériatrie à l'hôpital Bretonneau auprès du docteur Druna. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter cette nouvelle unité, une nouvelle création donc, de cette année. Alors, pourquoi en effet une UCC mobile? Donc nous, à Bretonneau, on a un service de neuropsychogériatrie qui comporte déjà la consultation mémoire, une consultation d'urgence qui reçoit les patients en décompensation avec la possibilité d'avoir pendant la consultation un psychologue ou assistante sociale en fonction de la problématique de crise. Une unité MCO neuropsychogériatrique, donc qui reçoit en unité de gériatrie aiguë spécifiquement des patients qui présentent des troubles du comportement associés parfois à des pathologies somatiques décompensées ou psychiatriques. Et puis, 2 SSR, dont une unité cognitivo-comportementale et 3 unités du SLD, dont une unité d'hébergement renforcé. Et puis, il y a sur l'hôpital Bretonneau l'hôpital de jour. Et donc, avec toute cette filière, on se rendait compte qu'il y avait certaines problématiques, certaines situations qu'on n'arrivait pas à prendre en charge malgré ce panel élargi de différentes possibilités de prise en charge. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de l'UCC mobile. Donc, c'est pour prévenir essentiellement les ruptures entre les besoins des patients et les ressources de l'entourage, parce qu'il y a des situations de crise qui correspondent à ce type de problématique.
Et puis, parfois, l'hospitalisation est décidée alors même que la situation du patient ne correspond pas tout à fait à une nécessité d'hospitalisation, mais parce qu'il n'y a pas d'entre-deux entre les consultations et les hospitalisations. Et puis, par ailleurs, il y avait un besoin d'un suivi particulier pour certains patients en sortie d'hospitalisation, notamment en sortie d'unité cognitivo-comportementale, et qui pourrait éventuellement diminuer les réhospitalisations, puisqu'on a un taux de réhospitalisation aussi de patients dans le service, du fait de cette impossibilité de les voir dans leur environnement. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette UCC mobile. Alors, évidemment, elle va être en lien étroit avec le service de neuropsychogériatrie dont elle dépend et spécifiquement de l'unité cognitivo-comportementale. Donc, évidemment, il y a un savoir partagé sur la prise en soin des troubles du comportement des patients âgés qui ont des pathologies neurodégénératives, neuroévolutives. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que ça va pouvoir permettre d'évaluer un patient et dans un milieu adapté, comme peut l'être un service de neuropsychogériatrie, et en milieu écologique, c'est-à-dire le patient dans son environnement habituel, naturel, avec les contraintes qui y sont liées. Et du coup, permettre vraiment une analyse globale du trouble du comportement avec la prise en charge de son environnement. Suivante. Donc, à qui va s'adresser cette UCC mobile? Donc, c'est pour les patients de plus de 75 ans, donc, puisque c'est lié à notre service de neuropsychogériatrie, sur le bassin de vie de la filière Paris-Nord-Ouest, donc 8e, 17e et 18e arrondissement de Paris. Et donc toujours pour la prise en charge des troubles du comportement dits envahissants dans le cadre des pathologies neuroévolutives avec, donc qui dit trouble du comportement envahissant dit conséquences pour le patient et plus ou moins autrui avec ou pas souffrance de l'entourage. Et donc, pour des patients qui ont un MMS inférieur à 20, ce qui sous-entend que ça peut être également pour des patients qui ont des pathologies psychiatriques de base, mais qui développent des troubles cognitifs et qui ne relèvent pas forcément d'une prise en charge psychiatrique. Et donc, cette UCC mobile, elle pourra se déplacer et au domicile des patients et également dans les EHPAD conventionnés avec notre filière. Donc, vraiment pour pouvoir évaluer et observer les troubles du comportement dans l'environnement écologique du patient. Diapositive suivante. Donc, c'est une équipe mobile extra-hospitalière. Donc, il y a déjà une équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière sur notre réseau qui, du coup, ne gérera pas les troubles du comportement. On fait la demande d'évaluation par un professionnel de santé du territoire et avec l'accord du médecin traitant ou du coordinateur si c'est en EHPAD. Et donc, cette UCC mobile, elle arrive en deuxième recours puisque elle arrive suite à cette demande de professionnels de santé qui donc a détecté l'indication à une prise en charge du trouble du comportement et à cette visite donc à domicile ou en EHPAD. Et donc, si nécessaire, le patient et ses aidants seront intégrés par la suite, s'ils ne le sont pas déjà, dans un réseau de prise en charge médico-sociale en collaboration avec le DAC Paris Nord-Ouest. Et donc, en fait, suite à cette visite à domicile ou en EHPAD, suite à cette évaluation par les UCC mobiles, il peut être décidé d'une hospitalisation, soit urgente, soit semi-urgente, mais également, ça peut aboutir à une prise en charge directement avec mise en place d'un traitement si on estime qu'il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Donc, cette UCC mobile, elle se veut collaborative, donc en EHPAD, évidemment, avec les médecins coordinateurs, les IDEC, les médecins traitants, pour co-construire un projet de soins adapté à la personne avec les moyens à disposition dans la structure. Donc, ce que je vous disais, ça va permettre vraiment une prise en charge écologique
du patient. Et puis, elle assumera également un rôle de formation et de prévention des troubles du comportement auprès des équipes des EHPAD. Évidemment, elle pourra également renforcer à ce niveau-là et au niveau des médecins traitants les approches non médicamenteuses qui sont déjà développées dans le service de neuropsychogériatrie de Bretonneau, mais qui pourront être du coup infusées en fait dans les différents établissements où auront lieu ces visites de l'UCC mobile. Et donc, pour rappel, le service coordonne le DIU sur les prises en charge non médicamenteuses des troubles du comportement. Donc, l'UCC mobile, elle dépend du service de neuropsychogériatrie de l'hôpital Bretonneau. Elle sera en lien évidemment avec l'équipe mobile de gériatrie externe qui existe. Donc, c'est une équipe qui comprend une infirmière de pratique avancée, une psychologue, un gériatre et un travailleur social. Donc, il y aura un bilan clinique, donc avec une évaluation précise des troubles du comportement, avec une prise en charge classique, hein, avec la possibilité de prescrire des examens paracliniques. Ça peut être soit pour maintenir le patient dans son milieu de vie écologique, soit pour préparer au mieux l'hospitalisation afin d'approcher le diagnostic ou de commencer des modifications thérapeutiques si, par exemple, l'hospitalisation ne peut pas se faire aussi rapidement que voulu. Et puis, ça permet aussi que l'hospitalisation se passe dans les meilleures conditions, puisque avec ce rôle de prévention et de conseil, on pourra préparer les aidants, voire les équipes en amont, en attendant l'hospitalisation. À la sortie de l'UCC, une fois que le patient, si le patient a été hospitalisé, l'UCC mobile, elle pourra faire le lien entre le service d'hospitalisation qui a géré le trouble du comportement en aigu et ensuite les accompagnements familiaux et ou professionnels. Et donc, on proposera des rendez-vous par vidéo pour permettre à l'équipe hospitalière, d'une part, de présenter les conclusions de l'hospitalisation et puis de discuter également, puisqu'on a des staffs pluridisciplinaires pour les cas complexes, de discuter en fait de ces patients de façon plus approfondie et de façon pluriprofessionnelle. Et donc, que ce soit de l'extérieur, les EHPAD ou les médecins pourront parler de leur cas dans ces staffs et on pourra également faire un suivi possible par visioconférence des patients qui restent instables quand ils retournent dans leur milieu écologique. Diapo suivante, merci. Par ailleurs, une des missions de cette UCC sera la sécurisation médicamenteuse, puisque un des enjeux dans la prise en charge des troubles du comportement chez les patients âgés qui ont des maladies neurodégénératives, c'est la prise en charge et des psychotropes, le suivi, la surveillance de la tolérance et de l'efficacité. Donc, même si évidemment ces modifications thérapeutiques sont expliquées aux patients et à leur entourage, il y a des ajustements thérapeutiques qui parfois sont nécessaires quand le patient sort de l'hôpital et donc l'UCC mobile pourra accompagner au mieux ces modifications thérapeutiques et rester en lien avec les EHPAD pour vérifier la tolérance et l'efficacité de ces molécules puisque parfois, même quand c'est efficace à l'hôpital, le retour dans le milieu écologique fait que le comportement peut se modifier et ça peut permettre de faire des ajustements pour éviter la iatrogénie, puisqu'on a aussi un bon nombre de patients qui sont réhospitalisés sur iatrogénie et mésusage des psychotropes parce que quand on n'est pas habitué, on peut être en difficulté pour gérer et pas savoir comment administrer ce type de molécules. Diapo suivante. Donc voilà, on proposera
Diapo précédente, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est juste pour le suivi. Donc, il y aura bien un rendez-vous par visio, voilà, pour présenter aux équipes, aux médecins traitants, les modifications thérapeutiques, donner des conseils, et puis il pourra y avoir des nouvelles visites. Voilà, et vraiment l'enjeu, c'est diminuer les réhospitalisations en urgence et participer à la formation et éventuellement à la prévention des crises comportementales. Voilà, donc il y aura une adresse mail qu'on vous communiquera et pour le moment, l'équipe elle est disponible par ce numéro de téléphone. Je vous remercie. Merci, docteur. Moi, je vais répondre rapidement à une des questions. Quelle différence avec l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé? Psychiatrie du sujet âgé, c'est pour les patients psychiatriques. UCC, c'est pour les personnes qui ont une maladie neurocognitive. Ce sont vraiment deux types de dispositifs. L'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé a pour objectif de réorienter quelqu'un déperdu de vue, par exemple, vers un parcours de soins. Et là, vous êtes plus dans l'analyse des troubles du comportement, le projet de soins, le projet de vie pour les personnes maladies neurodégénératives. Tout à fait. Quel est votre terrain d'intervention? Donc, 8e, 17e, 18e. Donc, c'est une expérimentation, un expert qui a bien marché, il n'y a pas de raison. Oui. Et bien sûr, si elle n'était pas efficace, sa durée de vie serait limitée. Mais comme toute expérimentation, elle va être évaluée et on espère pouvoir la poursuivre. Oui. Voilà. On vous remercie beaucoup. Je pense que oui, le cadre de santé peut faire appel, mais il faut bien, je vous ai bien dit, maladie neurocognitive. Il faut bien différencier. Le temps nous presse, donc on va présenter tout de suite les CRT avec Angélique Varlet, qui sont des dispositifs pour aller vers les plus fragiles. Tu vas nous dire tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les centres de ressources territoriaux sont connus sous l'acronyme de CRT. Un rappel succinct, la loi de finances la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a posé dans son article 47 le cadre législatif pour la création d'une nouvelle mission facultative de CRT pour les personnes âgées en cohérence avec les évolutions démographiques et les enjeux inhérents au virage domiciliaire tel que présenté par Stéphanie Talbot en introduction. Le développement de la mission de CRT s'inscrit pleinement dans la continuité de la stratégie régionale de l'ARS Île-de-France sur le champ des personnes âgées, puisque, souvenez-vous, en 2019 a été publié un AMI destiné aux personnes âgées et à ce titre, l'ARS avait déployé 2 dispositifs innovants, l'EHPAD territorial d'une part et les services renforcés à domicile d'autre part, qui correspondent respectivement au volet 1 et au volet 2 du CRT. Alors, la mission de CRT consiste à maintenir à domicile des personnes âgées par un accompagnement renforcé lorsque l'accompagnement classique déjà assuré par un service proposant de l'aide ou des soins à domicile n'est plus adapté. Donc, c'est véritablement une alternative à l'entrée en institution. Le développement de cette mission vise à positionner le porteur de projet comme un facilitateur du parcours de santé des personnes âgées du territoire vivant à domicile, ainsi que les professionnels en charge de leur accompagnement par une mission d'appui. D'ici 2030, l'objectif est de pouvoir déployer 500 CRT sur un plan national et on y verra tout à l'heure. Ça sera 62 CRT sur la région francilienne. La mission de CRT a 3 objectifs. C'est donc permettre encore une fois aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus longtemps possible, de positionner la structure désignée comme un facilitateur du parcours de santé de ces personnes et de s'appuyer enfin sur les professionnels en charge de leur accompagnement. La mission de CRT peut être portée soit par un EHPAD, soit par un service à domicile. Alors, la mission de centre de ressources territoriales ne donne pas lieu, en revanche, à une augmentation de la capacité initiale, puisqu'encore une fois, il s'agit d'un développement d'activités complémentaires. Le porteur de CRT bénéficie à ce titre d'une dotation annuelle de 400 000 € pour remplir la mission de CRT qui doit comprendre nécessairement 2 volets.
Alors, le repérage des situations pouvant intégrer le dispositif d'accompagnement renforcé, donc qui correspond au volet 2 du CRT, est réalisé à partir d'un signalement ou d'une demande des partenaires du territoire. Alors, il peut s'agir des partenaires du champ sanitaire, comme les consultations mémoire, du champ médico-social, comme les DAC, les CPTS, la HAD, ou bien encore du champ social, tel que les CCAS ou les CLIC, donc de la personne accompagnée ou de son aidant directement. L'objectif, c'est que le résident doit absolument vivre à une proximité du CRT, du porteur et de ses partenaires. Et pourquoi? Pour que l'organisation de l'astreinte et de la garde itinérante de nuit puisse se réaliser plus facilement. En revanche, l'accompagnement renforcé n'est pas limité dans le temps. Comme indiqué précédemment, le CRT a deux composantes, donc deux missions qui doivent être obligatoirement réalisées par le porteur. Ce sont des missions conjointes. Le premier volet correspond à une mission d'appui aux professionnels du territoire, dont le périmètre d'intervention est le territoire du DAC en région Île-de-France. Ici, le public cible est donc les personnes âgées sans condition de niveau de GIR et leurs aidants. Dans le cadre de ce volet 1, le CRT devra réaliser à minima une action dans chacun des 3 champs d'intervention suivants. Le premier est le suivant, favoriser l'accès des personnes âgées aux soins et à la prévention. À ce titre, le CRT devra lutter contre les chutes des personnes âgées en déployant au moins une activité en lien avec le plan anti-chute des personnes âgées. Alors, pour information, pour les personnes âgées du territoire GIRI 5 et 6, les CRT peuvent se rapprocher du PRIF, Prévention Retraite en Île-de-France, qui propose à ce titre des ateliers collectifs et gratuits animés par des experts tels que l'activité physique adaptée ou des fonctions cognitives mémoire. Le deuxième champ, c'est lutter contre l'isolement des personnes âgées et leurs aidants. Et le troisième champ d'intervention, c'est contribuer à l'amélioration des pratiques professionnelles et au partage des bonnes pratiques. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est d'organiser des actions d'information, de sensibilisation à destination des professionnels et des bénévoles. Et à ce titre-là, l'ARS cible particulièrement l'accompagnement de la fin de vie et les soins palliatifs. Nous invitons les CRT à se rapprocher à ce titre de l'accord PALIF et plus globalement, nous recommandons donc au CRT d'inviter les instituts de formation en soins infirmiers, d'aides-soignants ou en maso-kinésithérapie, ainsi que les médecins en formation au sein des établissements de santé ou chez les médecins généralistes, donc de les convier à participer à ces différentes actions d'information et de sensibilisation. Le second volet, donc dédié à l'accompagnement renforcé pour les personnes âgées en perte d'autonomie, donc a pour finalité de proposer une solution donc à ces personnes donc qui doivent être gérées entre 1 à 4 et qui souhaitent rester à domicile, pour lesquels un accompagnement classique des services à domicile n'est plus suffisant et qui, de prime abord, serait orienté vers un établissement d'hébergement adapté. Alors, à ce titre-là, la file active peut effectivement comprendre des personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives. Au titre du volet 2, donc le CRT met en place des prestations socles selon les besoins du bénéficiaire qui sont repris sur ce diaporama et que je ne vais pas détailler. Néanmoins, il faut savoir que ces prestations sont proposées à l'ensemble des bénéficiaires, sont délivrées en fonction de leurs besoins et surtout, elles doivent compléter les prestations du droit commun. En d'autres termes, l'activité renforcée intervient en complémentarité des acteurs du droit commun qui interviennent au bénéfice du bénéficiaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Ici, ce sont les projections du déploiement des CRT. Comme je vous l'ai indiqué dans la première diapositive, l'objectif, c'est d'atteindre en France donc 500 CRT d'ici 2030. Et en Île-de-France, notre objectif est d'atteindre 62 CRT à l'aune de 2025-2026. Ici, sur ce diaporama, vous avez la répartition des CRT par département et cette répartition a été déterminée au regard du pourcentage des personnes âgées de plus de 75 ans, gérées entre 1 à 4. Slide suivante, s'il vous plaît.
Donc, le premier appel à candidature a été publié en 2023. En 2023 et en 2024, donc, ont été publiés des appels à candidature qui ont permis de sélectionner 38 porteurs, 18 au titre de l'AAC 2023, 20 au titre de l'AAC 2024. Donc, les 38 porteurs se répartissent de la manière suivante, 31 EHPAD et 7 SIAD. 24 donc, restent à déployer sur 2025 et 2026. Et en 2025, nous lancerons très prochainement un appel à candidature. La liste des lauréats de ces appels à candidature figure sur le site internet de l'ARS Île-de-France qui était mentionné sur la première slide. Là, sur ces slides, vous pouvez visualiser l'ensemble des lauréats, encore une fois, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc, raison pour laquelle je ne vais pas m'étendre sur les différents porteurs. Ici, vous pouvez retrouver la répartition des CRT par territoire DAC, puisque, comme je vous l'ai indiqué, le volet 1 doit s'étendre sur l'ensemble du territoire DAC. En revanche, le volet 2, pour des raisons de proximité, ne portera que sur une partie simplement du territoire DAC. Donc là, il y a 24 CRT restants à déployer et vous pouvez constater que sur 2 DAC de la région de France, à ce jour, aucun CRT n'a été sélectionné. Slide suivante. La cartographie, simplement pour vous indiquer que nous travaillons avec le Cézanne sur la mise en place d'une cartographie donc qui sera publié donc sur Santégraphie. C'est une offre régionale unique donc, de services cartographiques en santé. Cette carte sera en ligne et ouverte à tous et l'objectif c'est de proposer une solution complète de services cartographiques. À travers donc, ces différents services, Santégraphie permet d'accéder rapidement aux données territoriales et de les visualiser. Donc, encore une fois, prochainement, vous pourrez visualiser l'intégralité des CRT par territoire DAC au sein de la région Île-de-France. Slide suivante, s'il vous plaît. Dernier point que nous souhaitions aborder, c'est simplement l'articulation entre DAC et CRT. Parfois, les missions ne sont pas forcément comprises par l'ensemble des acteurs, raison pour laquelle nous avons souhaité donc, les synthétiser ici. Ce sont des slides que nous avons repris donc, d'une présentation de la communauté de pratique de la NAP. En Île-de-France, nous disposons donc 22 DAC. Donc l'objectif de cette slide, c'est vraiment de comparer ce qui relève du CRT et ce qui relève du DAC. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, dans les CRT, il y a 2 volets. Donc, où le premier volet porte sur les personnes âgées sans condition de GIR et leurs aidants et les professionnels du grand âge. Et le volet 2 se rapporte donc aux personnes âgées gérées entre 1 à 4. Les DAC, eux, traitent ont vocation à s'occuper de personnes en situation complexe, nécessitant une prise en charge coordonnée, mais pas spécifiquement des personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment un point important de différenciation, en tout cas entre les CRT et les DAC. Chaque DAC est composé donc d'une équipe pluridisciplinaire. Dans le cas des CRT, on a nécessairement un médecin coordonnateur au titre du volet 2, un coordinateur du CRT et bien sûr toute l'équipe pluridisciplinaire de l'EHPAD qui peut être mis à disposition du CRT. Le CRT bénéficie d'une dotation annuelle de 400 000 et le DAC donc, signe un CEPOM qui est tripartite DAC, ARS et CD. Et enfin, donc le DAC intervient encore une fois sur tous les publics. Il n'y a pas de délimitation légale. Le territoire est défini avec l'ARS et les CRT interviennent au titre du volet 2 à domicile. Slide suivante, s'il vous plaît. Ici sont reprises donc les missions du DAC par rapport au CRT. Donc les missions du DAC, c'est de contribuer à la réponse aux besoins des personnes en situation complexe et de leurs aidants. Donc c'est l'accueil, le repérage des situations à risque, l'information, le conseil, l'orientation et la mise en relation, l'accompagnement et l'appui notamment du médecin traitant. L'articulation entre DAC et CRT est le suivant, c'est de répondre de manière coordonnée
et adaptée au contexte territorial entre professionnels et organisations des services selon le cahier des charges élaboré par le national et donc et des missions qui sont bien définies dans le cadre d'une convention entre DAC et CRT. Le DAC peut être saisi par le CRT autant que de besoin dès lors qu'il a repéré une situation comme étant complexe. Et l'action du TAP peut être conçue en complémentarité ou bien subsidiarité de celle de l'accompagnement renforcé à domicile qui s'attache à mettre en place une coordination du quotidien au domicile de la personne. Le DAC peut proposer une orientation vers l'équipe du CRT au titre de l'accompagnement renforcé en fonction des situations. Et le recours à cet accompagnement peut être complété par l'action menée par le DAC sur le volet prise en charge en santé. Slide suivante, s'il vous plaît. Au titre du volet 2, le DAC agit comme relais d'information et d'orientation vers le TAC. Il utilise les supports de communication et d'information fournis par le CRT. Et le CRT organise en collaboration avec le DAC les prestations proposées sur le territoire. Donc, on voit bien que l'articulation du CRT et du DAC, c'est une complémentarité et le CRT ne remplace pas, ne fait pas à la place du DAC. Au titre du volet 2, donc l'accompagnement renforcé et coordonné, le DAC transmet les demandes d'admission qui correspondent aux missions des CRT selon une procédure qu'ils ont élaborée ensemble et le CRT réalise la préadmission et prend une décision en commission d'admission. Donc, le CRT associe le DAC à l'élaboration et au suivi du projet d'accompagnement et de soins pour les bénéficiaires orienté par le DAC. Le DAC informe le CRT informe le DAC des évolutions du projet, des éventuels arrêts de prise en charge et organise des réunions pluridisciplinaires pour coordonner les actions. Et enfin, le CRT et le DAC collaborent pour répondre aux besoins d'accompagnement social, ponctuel ou durable en mobilisant les services adaptés. Donc, encore une fois, on voit bien l'articulation entre DAC et CRT. Oui. Je suis un peu simpliste, mais je dis le DAC, c'est un informateur, quoi. Il informe des dispositifs principalement. Et il oriente. Et il oriente. Et le CRT est un effecteur de soins et de coordonnées. Et pour les personnes les plus fragiles. Hein. Il y a une différence entre complexe et fragile. Oui. Hein, c'est bien ça. Le DAC prend en charge la situation de personnes âgées, mais qui n'est pas forcément complexe. Et le DAC, à contrario, ne prend pas en charge que des dossiers complexes de personnes âgées, puisque lui, c'est beaucoup plus étendu, c'est étendu à tous les publics. Le CRT prend des gens fragiles. Oui, il prend des gens fragiles, mais pas forcément complexes. Ah, c'est ça. C'est ça la pardon. Un peu mélangé les noms. Pardon. Voilà. Voilà, merci. Hein. Mais c'est compliqué. Je pense que c'est en faisant que vous allez trouver une différence entre CRT et DAC. Et c'est primordial pour l'aller vers des personnes les plus fragiles, des patients MND. Je te donne le relais. Merci. Donc, comme lors du webinaire précédent, nous avons souhaité aborder la filière des soins palliatifs avec 2 présentations. Tout d'abord, celle de Béatrice Frécon, la directrice de Courpalif, qui va nous parler de la filière de soins palliatifs en Île-de-France, l'organisation, la gradation. Et puis ensuite, on aura une présentation avec un focus sur le domicile, une présentation qui concerne l'équipe mobile extra-hospitalière par le docteur Laura Piquion de l'association Osmose dans le 92. Voilà, Madame Frécon, je vous laisse parler. Donc, 5 minutes pour votre présentation et ensuite 10 minutes pour la présentation du docteur Laura Piquion. Et on fera les questions pour ces 2 présentations ensemble après. Donc, merci encore de poser vos questions si vous le souhaitez dans la conversation. Merci, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Je vais me détacher de ma présentation parce que 5 minutes, j'ai peur que ce soit trop rapide. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu et puis je répondrai à vos questions. Donc, je m'appelle Béatrice Frécon, je suis directrice de la Courpalif. La Courpalif, c'est l'association qui porte la cellule régionale de soins palliatifs. Il y a une cellule par région. Ces cellules d'animation régionale de soins palliatifs ont été créées par le Plan national de soins palliatifs. Et donc, sous la houlette de l'ARS, nous avons pour mission les 4 missions qui apparaissent ici, qui sont prévues par une instruction. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps et qu'on m'a demandé de parler de la filière, je vais essentiellement vous parler de notre mission d'animation territoriale, c'est-à-dire que nous avons pour rôle d'aider les acteurs à structurer finalement l'accès aux soins palliatifs. Donc, c'est assez simple. Tout à l'heure, en introduction, Béatrice Sevadjian a justement rappelé le contexte dans lequel nous sommes, de pénurie, de fragilité du système
écosystème. Et donc, tout notre travail, nous devons le faire en bonne collaboration avec tous les autres acteurs qui ont pour rôle, comme nous, d'améliorer l'accès aux soins, de façon à ce que nous parlions d'une même voix, de façon lisible pour les acteurs. Donc, notre objectif est de rationaliser, de simplifier. Alors, une filière de soins palliatifs, hein, la filière territoriale de soins palliatifs, ça n'est pas comme une filière gériatrique, ça n'est pas un lieu ni une entité particulière. Il y a juste une définition qui a été prévue par l'instruction de juin 2023, dont je vais vous parler là, j'en ai pas pour longtemps. Je voudrais juste vous faire un petit rappel pour commencer. C'est que avant de réfléchir sur l'offre de soins palliatifs, on réfléchit aux besoins de soins palliatifs. Et donc, quels sont les besoins de soins palliatifs? Eh bien, d'abord, il faut revenir sur qu'est-ce que sont les soins palliatifs. Et vous le savez, c'est des soins holistiques, hein. On prend en charge le patient dans sa globalité ainsi que son entourage. C'est le soin sur mesure. Et dans ce besoin de soins palliatifs, eh bien, il y a un certain nombre de données qui ne sont pas mesurables, contrairement aux données comme l'âge, les pathologies, la prévalence. Eh bien, dans le besoin de soins palliatifs, il y a une partie du besoin qui est difficile à mesurer. C'est la présence ou pas d'un aidant, ça va être l'évolutivité et la dégradation de la maladie, de l'état du patient. Et donc, toutes ces données-là font que la filière a été pensée comme une réponse à ce besoin qui est évolutif. Et donc, la filière, si on peut retenir une seule chose, ce serait ce mot de palette. C'est une palette d'outils et d'acteurs qui vont pouvoir répondre à toutes les situations et à une situation qui va évoluer. Donc, nous, notre objectif, c'est dans les territoires en Île-de-France, et je terminerai peut-être là-dessus, de structurer pour que les gens puissent travailler ensemble, se connaître, en fonction de leur niveau d'intervention. Hein. Ce tableau-là qui apparaît, on peut rester dessus, s'il vous plaît. Comme ça, c'est suffisant, c'est pas la peine. On vous enverra le support pour ceux qui veulent. Mais voilà, on a des intervenants qui interviennent en premier niveau. Donc, pour la majorité des situations, sont non complexes en soins palliatifs. Elles relèvent de l'offre de premier recours, des libéraux à domicile notamment. Et donc, un point majeur va être d'aider ces acteurs du premier recours à être en lien avec les experts, prendre en charge au moment où ça devient plus complexe. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de la filière. Et concernant les maladies neuroévolutives, on participe grâce à l'ARS à un groupe qui a été mis en place par Dr Crassard pour essayer de justement un peu de rendre plus lisible qui fait quoi pour ces maladies, pour ces pathologies qui peuvent être... alors pour la SLA, on en entend souvent parler, c'est très ciblé, on a à peu près en vue les patients, mais pour d'autres pathologies neuro, c'est plus vaste, il y a beaucoup plus de patients, donc ça touche plus d'acteurs, plus de soignants. Donc là, on va avoir à cœur justement d'affiner un petit peu qui sont les acteurs qui prennent en charge ces patients et où se trouvent ces patients pour leur leur donner l'accès à qui sont les experts de soins palliatifs si besoin, comment on repère une situation palliative. Tout simplement, il y a une grille qui existe avec 10 questions. S'il y a 3 oui, il y a 3 questions, ben, c'est la grille palliative, ça veut dire que le patient il a besoin d'une expertise palliative. Voilà, donc on va donner à chacun ce dont il a besoin au niveau où l'on est. Et voilà, toutes les informations sur l'offre palliative en Île-de-France sont mises petit à petit en ligne sur le site internet de la cellule, hein, le corpalif.org. Et voilà, donc la filière est en cours de structuration, ça n'est pas terminé, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour ce qui se fait dans votre territoire, eh bien, vous n'avez qu'à vous abonner à notre newsletter, c'est rien de plus simple sur notre site internet, et vous recevrez les invitations à nos réunions d'antenne et à toutes les thématiques qui vous intéressent, qui vous concernent. On est à votre disposition, on est 5 dans l'équipe. Voilà, je m'arrête là, je crois que j'ai déjà dépassé mes 5 minutes. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on passe à la présentation du docteur Piquion. Alors, oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, c'est bon, très bien. Je sais qu'a priori, sur la caméra, ce n'est pas possible, donc bon, bah, c'est pas grave.
Ah oui, d'accord. Très bien. Bah, écoutez, ben, bonjour à tous. Donc, moi, docteur Piquion, je suis médecin chef d'une équipe mobile territoriale de soins palliatifs qui est portée par le DAC 92 Sud Osmose, donc qui couvre les 14 communes du sud des Hauts-de-Seine. Et donc, mon topo parlerait effectivement des soins palliatifs dans le cadre des maladies neurodégénératives. Donc, déjà en préambule, effectivement, bah, je pense que ça a peut-être été dit, j'avoue que j'étais pas là au tout début, mais c'est pas grave. L'idée, c'était effectivement de resituer, en tout cas de dire que oui, les maladies neurodégénératives, touche quand même 1,3 million de personnes en France, que le vieillissement de la population entraîne mécaniquement une augmentation du nombre de ces personnes qui vont être atteintes par ces maladies, et que ça représente surtout un grand enjeu, puisque c'est une cause significative d'invalidité, de dépendance et d'hospitalisation, qui vont fortement impacter la qualité de vie des patients, mais aussi de leurs proches aidants, et que c'est une cause majeure de décès. Diapo suivante. Et donc finalement, pourquoi les soins palliatifs ont tout à fait leur place dans le parcours finalement d'accompagnement et de prise en charge de ces personnes souffrant de maladies neurodégénératives? C'est tout simplement aussi par le profil évolutif de ces maladies qui ne sont pas curables, même dès le diagnostic. Mais ça ne veut pas pour ainsi dire que ces personnes seront en fin de vie et en phase terminale immédiatement. Donc c'est vrai que la phase palliative, elle peut être finalement très longue dans le parcours d'accompagnement des personnes en situation palliative. Et l'objectif finalement vraiment principal, ça va rester toujours de travailler sur cette qualité de vie, sur ce confort de vie, essayer justement d'optimiser la prise en charge des patients pour leur éviter finalement des souffrances qui pourraient être inutiles. Et donc tout ça aussi pour dire que les soins palliatifs s'articulent tout à fait avec finalement les soins spécifiques. C'est vraiment un continuum, on peut vraiment travailler main dans la main, et c'est pas le fait de faire intervenir des soins palliatifs qui va précipiter finalement l'évolution péjorative des gens. Bien sûr que non, ça n'aide rien du tout. Au contraire, ça peut considérablement améliorer la qualité de vie des gens. Diapo suivante. Donc finalement, quelle est la place de ces soins palliatifs? Quel est l'objectif finalement des soins palliatifs dans les maladies neurodégénératives? Alors effectivement, l'un des objectifs principaux, ça va être de soulager finalement la souffrance, les souffrances, donc à permettre effectivement d'aider dans le contrôle des symptômes qui pourraient être invalidants pour nos patients. Ça peut être de la douleur, de la dyspnée, vous avez quelques exemples, mais il y en a plein. Ça va être aussi de se positionner sur le plan éthique et donc aider finalement sur les décisions médicales, discuter du niveau d'engagement finalement des soins, justement de ce côté soins raisonnables, éviter l'obstination déraisonnable, aider à l'élaboration des directives anticipées, essayer de planifier aussi finalement les soins pour pouvoir apaiser aussi finalement le cheminement. Ça va être aussi d'anticiper finalement les décompensations, puisqu'on sait que notamment à des phases évoluées d'avancement de ces maladies neurodégénératives, on peut avoir des décompensations à répétition, génératrices d'hospitalisation qui parfois sont très mal vécues par les patients et leurs entourages. Donc l'idée, ça va être aussi de pouvoir réfléchir finalement à comment éviter ces hospitalisations, avec notamment par exemple l'élaboration de prescriptions anticipées. Ça va être aussi d'intervenir dans la coordination finalement des soins des intervenants. Ça va être d'évaluer l'environnement social, le plan d'aide, et adapter tout cela pour permettre aux patients et à leur entourage de bénéficier finalement des aides auxquelles ils peuvent prétendre pour faciliter le maintien à domicile, puisque là on parle du domicile. Donc on va effectivement intervenir pour soutenir les patients et les aidants. Et l'idée, tout ça, c'est surtout de ne pas avoir peur, j'ai envie de dire, de faire intervenir des équipes de soins palliatifs, même assez en amont, quelque part, dans la prise en charge, de manière justement à pouvoir évoluer aussi, avoir le temps de cheminer avec les patients et leur entourage, et surtout éviter finalement d'en arriver à des phases, pour le coup, de fin de vie, où des souffrances se seront installées et seront parfois difficiles à prendre en charge, seront mal vécues, et pour le coup, ça deviendra un niveau de complexité important pour les patients et leur entourage. Donc surtout, n'ayez pas peur, on est là, on peut vous aider, et même très tôt pour justement anticiper des choses qui pourraient être évitables. Diapo suivante. Alors là, je fais un petit focus rapide sur effectivement l'offre de soins palliatifs dont on dispose en Île-de-France, que ce soit en établissement, donc à l'hôpital, à travers les lits identifiés de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs qui vont intervenir pour justement être en appui professionnel en intra-hospitalier, les unités de soins palliatifs, qui sont des structures donc dédiées pour l'accompagnement des personnes en situation palliative et notamment en fin de vie. En ville, on aura d'autres dispositifs. On a les équipes mobiles territoriales de soins palliatifs, comme la mienne. On a les HAD qui vont
vont travailler aussi pour intervenir dans les parcours. Il y a les DAC qui ont été évoqués tout à l'heure lors de la présentation avec les CRT, qui vont intervenir pour coordonner finalement les parcours aussi en gériatrie, en soins palliatifs aussi, les CPTS qui vont intervenir. Pour les enfants, il y a l'équipe ressources Palipède. On a énormément d'EHPAD sur le territoire et pas mal d'établissements médico-sociaux qui peuvent donc fournir pas mal de patients. Et on a aussi des bénévoles qui interviennent dans le domaine des soins palliatifs. Diapo suivante. Donc nous, sur notre équipe, ce qu'on va faire finalement auprès des patients, c'est que dès lors qu'ils nous sont orientés, on va de toutes les façons les voir. On va les voir. Nous, notre cœur de métier, c'est d'aller au domicile des patients, donc que ce soit à domicile conventionnel, mais aussi en EHPAD, en masse dans les maisons d'accueil spécialisées, en femmes, les foyers d'accueil médicalisés, de manière à pouvoir évaluer de manière globale la situation finalement du patient et de son entourage, à la fois à travers un prisme médical, paramédical, social, psychologique, pour faire un petit peu l'état des lieux des choses, de manière à pouvoir planifier aussi finalement les soins ou les besoins. On va être là en soutien finalement aux patients, à leur entourage professionnel et non professionnel. On va aider du coup dans la coordination de ce maintien au domicile pour les patients en situation palliative. On va collaborer pour ça avec finalement tous les professionnels qui interviennent dans le cercle du patient. On va aider notamment le médecin traitant quand il y en a un à la prise en charge symptomatique des patients, l'aider dans les décisions effectivement médicales qui peuvent être prises sur la collégialité notamment. On va aider dans les conseils, les ajustements thérapeutiques. On va pouvoir réaliser, nous, dans notre équipe, des prescriptions et des soins si la situation l'exige et s'il n'y a pas de soignants mobilisables et bien sûr organiser bien sûr le relais soignant. Nos patients, on va pouvoir leur proposer aussi une astreinte téléphonique médicale qui va permettre justement de pouvoir avoir un lien de permanence quelque part de soins pour éviter notamment par exemple les hospitalisations qui ne seraient pas toujours adaptées. On va leur proposer des soins de support comme le soutien psychologique, la socio-esthétique, la diététique, la relaxation, l'activité physique adaptée. On va dispenser aussi des formations, donc de sensibilisation aux soins palliatifs auprès notamment des professionnels du territoire, beaucoup en EHPAD aussi. On va faire du compagnonnage pour former finalement les professionnels au lit du malade, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, à domicile et en EHPAD. On va former des internes aussi. On va collaborer d'ailleurs avec les structures de premier recours que sont le SAMU et les pompiers. Alors ça peut être pour aider justement à la collégialité de décision sur des situations qui seraient inconnues ou en tout cas organiser la suite finalement d'une prise en charge au décours d'une intervention de leur part en première intention, participer finalement avec tous les autres, comme les groupes de travail, comme les webinaires notamment aujourd'hui. Voilà, la page suivante. Et donc là, c'est un petit peu, c'est quelques exemples de choses qu'on est amené effectivement à faire en pratique courante dans le cadre de nos interventions, ajouter des traitements, les soins infirmiers, mettre en place des ressources quand il y a besoin, faire les prescriptions anticipées, etc. Participer bien sûr aux décisions collégiales, participer aux procédures de limitation de soins quand la situation l'exige, faire de la formation de sensibilisation, programmer des hospitalisations si nécessaire, toujours être en articulation aussi avec les référents finalement des patients pour essayer justement de toujours trouver le juste milieu dans le dispositif d'accompagnement. Diapo suivante. Donc là, effectivement, c'est notre plaquette qui résume un petit peu nos missions, notre intervention et puis notre territoire d'intervention qui, pour le coup, est sur le 92 Sud. Mais on a bien sûr des équivalents dans les autres territoires de l'Île-de-France. Et voilà, j'essaie d'être assez concise, je l'espère, pour répondre à cette problématique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour vos présentations à toutes les deux qui sont effectivement très claires. Donc effectivement, on a mis en place un groupe de travail dans la région sur le sujet des soins palliatifs et des maladies neuroévolutives, neurodégénératives, selon les termes. Donc il est coordonné également par les référents thématiques soins palliatifs de l'agence, le docteur Thomasso et monsieur Vincent Bélande. Alors, dans les questions, il y a eu une demande sur le fait, est-ce que la Corpalif intervient sur toute l'Île-de-France? Donc, Madame Frécon a confirmé, oui, sur toute l'Île-de-France, il y a une intervention. Il y a des liens dans la conversation, si vous voulez, par rapport à la cellule. Et voilà, il n'y a pas d'autres questions, si ce n'est des remerciements pour vos présentations, qui sont très appréciées. Effectivement, le sujet intéresse beaucoup des participants à ce webinaire. Alors, il y a une dernière question qui apparaît là. Quels sont les professionnels qui sont dans l'équipe mobile de soins palliatifs?
Alors, dans l'équipe mobile de soins palliatifs, on a médecin, infirmier, psychologue, assistant social. D'accord, merci. Voilà. Et je vais reprendre la parole. Alors, le maintien à domicile est possible souvent grâce aux aidants. Et donc, Madame Raphaël Martin va nous parler des maladies neurodégénératives et des aidants, l'accueil de jour et l'accompagnement des aidants. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Bon, super. Donc, effectivement, moi, je suis Raphaël Martin. Je suis la directrice du pôle accueil de jour et accompagnement des aidants pour l'association Delta 7, mais aussi l'une des référentes des plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants franciliennes. Et donc, je viens vous parler des aidants et notamment l'impact des maladies neuroévolutives sur les aidants. Petite précision initiale, quand je parle d'aidants, je parle de toute personne venant en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge ou d'une maladie ou d'un handicap. Donc, être aidant n'est pas sans impact au quotidien, notamment sur la santé des aidants. Et donc, quelles sont les particularités pour les aidants ayant un proche atteint d'une maladie neurocognitive? C'est l'objet de ma présentation. En effet, quand on a un proche atteint d'une maladie neuroévolutive comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et autres, il y a un champ d'action qui est très spécifique. Enfin voilà, l'accompagnement est très spécifique puisqu'il implique un champ d'action sans limite qui touche différentes sphères, aussi bien la sphère psychologique, apporter un soutien moral à son proche qui peut être affecté par le diagnostic, un soutien qui peut être physique quand le proche commence à avoir des difficultés pour se déplacer ou pour s'habiller seul. L'aidant peut avoir à se mobiliser physiquement pour apporter de l'aide, un soutien administratif. Quand la personne malade commence à avoir des difficultés dans ses démarches administratives, l'aidant peut devoir prêter main forte aussi à ce niveau-là. Un soutien juridique, quand il y a une altération des facultés corporelles ou cognitives de nature à altérer le discernement, à ce moment-là, l'aidant peut avoir à demander une mesure de protection juridique pour son proche. La sphère financière qui peut aussi être affectée avec parfois la nécessité pour l'aidant de participer au financement d'aide à domicile ou alors la nécessité de réduire son activité professionnelle et donc ses ressources. Donc, vous voyez un champ d'action qui est très vaste, qui touche différentes sphères et avec une aide qui augmente dans le temps au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. La différence de certaines maladies qui peuvent être réversibles, une maladie neurocognitive, par définition, a peu de chances d'évoluer dans le bon sens. Et donc, on sait que pour ces aidants-là, il y aura une aide qui va augmenter dans le temps. Il y a aussi un caractère d'incertitude et de changement de la prise en charge, avec parfois le passage de palier qui nécessite pour l'aidant de réajuster le maintien à domicile, de réajuster la prise en charge. Et donc, l'aidant peut ne pas savoir toujours comment les choses vont évoluer, même s'il a mis en place une organisation à un instant T. Ça ne veut pas dire que quelques mois après, il n'aura pas besoin de la faire évoluer. Pour les aidants, il peut y avoir aussi une adaptation aux troubles psychocomportementaux, quand il y a par exemple des troubles du comportement, quand il y a de la désinhibition, quand il y a des troubles du comportement qui apparaissent. Cela implique pour l'aidant de devoir s'ajuster à ces troubles, de pouvoir faire appel aussi aux structures dont on a précédemment parlé. Mais il n'empêche que pour les aidants, ça peut être très compliqué de devoir s'adapter à ces troubles, de les comprendre aussi, et puis de réaliser que c'est l'impact de la maladie qui n'est pas forcément, je cite, caprice de la personne malade. Être aidant d'une personne atteinte du MND exige aussi beaucoup d'attention et de soins, de l'attention quand la personne commence à se désorienter dans le temps et dans l'espace, de l'attention aussi pour sécuriser ses déplacements. Il peut y avoir une communication qui peut devenir difficile et l'ensemble constitue une charge émotionnelle forte, d'autant plus accentuée par le déclin cognitif du proche qui peut exacerber beaucoup d'émotions pour l'aidant, émotions parfois de ne plus être reconnu par le proche et puis aussi un maelstrom d'émotions que l'aidant peut rencontrer, de la tristesse, de la colère, de la peur, de l'appréhension pour la suite. Voilà, tout ça fait une charge émotionnelle renforcée en cas de maladie neuroévolutive. Alors, pour vous illustrer de façon un peu plus pratique, en moyenne, un aidant atteint d'une maladie ayant un proche atteint d'une maladie neuroévolutive apporterait plus de 4 heures d'aide chaque jour. Plus de 40% des aidants ayant un proche atteint du MND aideraient plus de 6 heures par jour. Donc, on pense notamment aux aidants encore en activité professionnelle, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer l'aide qu'ils pourraient accompagner.
Plus de la moitié des aidants de malades d'Alzheimer déclareraient qu'aider les amènerait à faire des sacrifices, contre moins de 40% des autres aidants. Et plus de 40% ont dit ne pas avoir assez de temps pour eux, soit 10 points de plus que les autres aidants. Donc, vous voyez, les aidants, de façon classique, parlent déjà, entre guillemets, de sacrifice et reconnaissent ne pas avoir assez de temps pour eux. Mais pour les aidants ayant un proche souffrant d'une maladie neurodégénérative, ces répercussions-là sont accentuées. Alors, quels sont les impacts positifs que certains aidants peuvent relever? Donc, il y a des impacts positifs à la relation d'aide, un sentiment d'altruisme, un sentiment d'accomplissement personnel. J'entends souvent des aidants me dire qu'ils sont heureux de pouvoir rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu en étant enfants, par exemple. Un sentiment d'utilité et puis aussi des resserrements des liens avec la personne aidée. Donc, voilà. Globalement, on entend beaucoup de complicité avec l'aidé, de valorisation de l'aidant et sentiment de se sentir utile. Mais à côté de ça, il peut y avoir aussi des répercussions plus douloureuses pour l'aidant. Je vous invite à passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Certains aidants évoquent un sentiment de charge. Alors, la charge a une définition et la charge, c'est l'ensemble des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales, professionnelles et financières supportées par les aidants. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est très global puisque ce sont des conséquences, je répète, physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales, professionnelles et financières supportées par les aidants. Et donc, pour cette notion de charge, il y a deux composantes. Il y a d'abord une composante objective et une autre qui est plus subjective. Concernant la composante objective, en fait, elle renvoie à toute la fonction de l'aidant et finalement à des choses que l'on peut quantifier. Par exemple, c'est quelles sont les tâches que l'aidant va réaliser pour son proche, quel temps il consacre à son parent, quel temps il lui manque pour les autres sphères de sa vie. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut évaluer. Il accorde par exemple 2 heures d'aide administrative par semaine, il l'accompagne pour des rendez-vous médicaux, etc., etc. Donc, c'est quelque chose, c'est la dimension objective de la charge. Et à côté de ça, il y a une dimension qui est beaucoup plus subjective, qui en fait est propre à chaque aidant, c'est-à-dire comment l'aidant vit et perçoit sa propre situation. Ce qui veut dire que, par exemple, à charge objective commune, 2 aidants pourraient ne pas réagir du tout de la même façon, ne pas être affectés du tout de la même façon. Certains aidants pourront avoir plus de ressources personnelles, émotionnelles et psychologiques, et donc capables d'assumer et de ressentir de façon un peu moins forte leur rôle d'aidant, alors que d'autres pourraient se sentir beaucoup plus vite submergés. Et donc, en tant que professionnel, c'est important de prendre en compte ces deux dimensions. Parce que peut-être qu'un aidant, certes, habite loin de son proche et finalement n'est très peu présent. Donc, sur le plan objectif, finalement, consacre peu de temps à aider son proche au quotidien. Mais la dimension subjective peut être très forte pour lui et ça peut être une expérience très, très difficile et douloureuse. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces deux composantes objectives et subjectives. Les études indiquent aussi que pour les aidants, que les aidants évoquent une altération de leur qualité de vie. Beaucoup d'aidants aussi renoncent à des activités sociales et c'est majoré en cas de maladie neuroévolutive. J'ai en tête une aidante qui me disait qu'elle avait plus le temps de sortir parce que finalement son mari avait beaucoup de difficultés à rester seule dans l'appartement, qu'elle ne pouvait pas financer des heures de domicile tout le temps et qu'elle avait dû renoncer à des activités sociales puisqu'elle ne pouvait pas s'absenter trop longtemps. La relation d'aide peut aussi avoir un impact sur la vie professionnelle, et ça c'est vrai pour tout aidant, et quel que soit le profil de son proche. Et puis il y a une évolution des relations familiales et sociales, avec un bouleversement des repères familiaux. L'annonce d'une maladie et puis l'accompagnement au long cours d'une personne avec une maladie neuroévolutive peut bouleverser les rôles familiaux, quand il y a une fratrie par exemple, ou alors quand il y a des enfants. Beaucoup d'enfants me disent « j'ai l'impression de devenir le parent de mon parent » et ça peut être assez compliqué à gérer. À côté de ça, il peut aussi y avoir un isolement social
accrue, puisque la maladie isole et les maladies neuroévolutives peuvent isoler encore plus, puisque les troubles du comportement et peuvent être difficilement perçus, difficilement vécus par la famille, et puis après difficilement aussi perçus et acceptés par la société, ce qui fait que beaucoup d'aidants peuvent renoncer à avoir une vie sociale et à du coup s'isoler encore plus à cause de la maladie. Autre répercussion de la relation d'aide, donc c'est 1 aidant sur 3 accompagnant une personne atteinte d'une MND reconnaît un impact sur sa propre santé, contre 1 aidant sur 5 parmi les autres aidants. Et comparé à des personnes de même âge, les aidants de patients Alzheimer ont une mortalité et une morbidité plus élevées, faisant souvent état de troubles anxieux et ou dépressifs. Donc certes, l'impact sur la santé et l'impact sur les troubles anxieux et dépressifs, ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup chez les aidants, quel que soit leur profil. Mais là, vous le voyez, les études le montrent, l'impact est majoré quand on accompagne une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative. Alors, on m'avait demandé de présenter quel accompagnement pouvait être proposé par les plateformes, justement pour soutenir les aidants, ces aidants concernés par une maladie neuroévolutive. Donc, les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants ont été initiées dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 et avaient comme public originel uniquement ce profil-là. Les plateformes ont été progressivement élargies à tout aidant et toute pathologie, mais il n'empêche qu'il y a un champ d'action qui est très, très soutenant pour les aidants atteints de maladies, dont le proche est atteint par une MND. Tout d'abord, les plateformes ont un rôle d'information. L'idée est de pouvoir éclairer le proche aidant sur les différentes aides existantes, les aides financières, les aides humaines, les aides juridiques, les aides techniques, donc pouvoir les accompagner dans cette recherche d'informations et de solutions. Les plateformes proposent aussi des formations. L'idée de ces formations est de permettre à l'aidant de comprendre la pathologie de son proche, ses manifestations et son évolution. Voilà, j'ai en tête une aidante qui était contente de savoir que l'apathie dont elle se plaignait, elle pensait que c'était son proche qui ne faisait pas d'efforts. Finalement, savoir que l'apathie est un symptôme de la maladie d'Alzheimer lui a fait du bien. Pareil, le fait que la personne ait besoin d'être sécurisée et qu'elle pose plusieurs questions, le fait de savoir que c'est la maladie qui peut évoluer comme ça a permis à l'aidant de prendre du recul et ça lui permet de, quelque part, mieux vivre la maladie. La formation permet d'acquérir un savoir-faire dans l'accompagnement et la communication avec son proche. C'est aussi très important pour les aidants de savoir que même si la communication verbale n'est plus possible, il y a d'autres formes de communication, notamment la communication non verbale, qui peuvent être apprises et qui peuvent permettre de garder le lien avec son proche. La formation permet aussi de connaître les aides existantes pour la personne malade et la personne aidante, donc ça, c'est vraiment très important. Parmi les autres propositions, donc les plateformes ont un rôle d'écoute, de soutien et de bien-être. Alors, l'écoute peut être proposée par le soutien psychologique. Et cet espace permet à l'aidant d'exprimer ses ressentis, de mettre des mots sur son vécu et de se distancer de son quotidien. Pareil, les propositions de bien-être qui sont proposées par les plateformes permettent à l'aidant de s'autoriser à s'accorder du temps pour lui aussi, de prendre soin de lui et de finalement contribuer à sa propre santé. L'une des particularités des plateformes est de proposer des activités à partager avec son proche. Alors, les activités, ça peut être des activités culturelles, comme aller au musée, des activités artistiques, comme partager des moments, des ateliers d'art-thérapie ou autres, ou encore de pouvoir organiser des séjours vacances. Ces activités sont extrêmement importantes puisqu'elles permettent de sortir de la relation aidant-aidé. Elles permettent par exemple à un couple de repartir en vacances, à un enfant de ressortir au musée avec son proche. Et donc ces propositions extraient les aidants de cette relation aidant-aidé qui peut parfois être douloureuse. Ça permet de renouer avec le lien de qualité qui les unit fondamentalement. Et enfin, dernière proposition possible des plateformes, ce sont les propositions de répit pur, avec l'idée de proposer de financer des temps de répit pour l'aidant, de façon à, le proche peut être accueilli en accueil de jour, il peut y avoir un financement d'aide à domicile, où on peut l'accompagner dans l'organisation d'un hébergement temporaire. L'idée aussi est de pouvoir permettre à l'aidant de souffler
avec un accompagnement global pour son proche. Et donc, l'aidant se sent ainsi plus soutenu, peut souffler, peut aussi éventuellement prendre le temps de se soigner. Et donc, toutes ces propositions contribuent à soutenir l'aidant atteint d'une maladie neuroévolutive. Merci. Merci, Madame Martin, pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Les plateformes informent de l'existence. Oui, c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Ancry, je vous donne, professeur Ancry, conseiller médical auprès du directeur général. Je vous donne la parole. Bien, merci beaucoup, Martine. Mais bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire sur les maladies neurodégénératives. La première chose que je voudrais faire, c'est de féliciter et de remercier tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et le travail qui a été fait. Je remercie également l'assistance qui est quand même, je crois que c'est à 130 à peu près personnes, 135 personnes, c'est quand même pas mal. Et puis remercier également la direction de l'autonomie et la direction de l'offre de soins de l'ARS Île-de-France pour organiser ce webinaire. Comme vous le savez peut-être pas, mais en dehors d'être conseiller médical du directeur général, j'ai été vice-président du plan maladie neurodégénérative. Je tiens beaucoup à ce nom, même si mes petits camarades de l'éthique Espace Île-de-France ont beaucoup avancé le neuroévolutif, et on ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est une dégénérescence, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Et même si ça fait quand même 25 ans qu'on a mis en place des plans. Le premier plan, je vous le rappelle, c'est en 2000. 2000-2001, et donc c'était Kouchner, à l'époque de Kouchner, je crois. Et pour les plus jeunes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces noms de ministres, mais c'était quand même, ça reste quand même un sujet d'actualité. Ça reste un sujet d'actualité, d'une part, parce que c'est énorme, parce que, on l'a rappelé tout à l'heure, Stéphanie l'a rappelé, 1,2 million, 1,3 million personnes sont atteintes de cette maladie en France. C'est pas rien. Je ne connais pas d'autres exemples de pathologies qui touchent autant de personnes et pour lesquelles on ne dit pas il faut remonter les manches et y aller. Moi-même, il y a très longtemps, j'avais appelé ça l'épidémie silencieuse. Mais on a un raz-de-marée. Malgré tout, il faut être quand même optimiste. Il y a quelques éléments qui montrent qu'il y a peut-être une petite tendance à la diminution de l'incidence de la maladie. Il y a quelques travaux américains qui sont un peu dans ce cadre-là. En prévention, et c'est peut-être dû à une prévention de type primaire qui en fait touche toute une série de mesures, de bonnes règles hygiéno-diététiques, de traitement des maladies cardiovasculaires et qui font peut-être qu'on voit diminuer les choses. Mais néanmoins, ça reste tellement une population importante en nombre qu'on aura pendant encore des décennies, malheureusement, à avoir cette population à prendre en charge. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Un point qui me semble important à rappeler qu'il y a toujours du travail là-dessus, il y a toujours des idées à développer. Et je veux prendre le premier et le dernier, la présentation. La première avec les dents. Si les dents, c'est pour faire un jeu de mots, avec les dents et les dents, et face à la maladie d'Alzheimer, je serre les dents. Je serre SE2RE et je serre SERS les dents. Donc, si vous voulez, pour prendre un petit peu, vous n'avez pas fait exprès de mettre les... pour faire un petit peu les deux, en écoutant tout à l'heure notre collègue, je suis entièrement d'accord. Il y a pas mal de travaux actuellement qui montrent le problème des pathologies dentaires et des maladies neurodégénératives. Mais imaginez, moi je me vois très bien, imaginez en 2000, alors on a parlé tout à l'heure du plan Alzheimer 2008-2012, en 2008, dire il faut s'occuper des dents des Alzheimer, bon, on nous aurait rigolé au nez. Et même, je peux vous dire, même plus tard, en 2014, quand on a lancé le plan maladie neurodégénérative, personne n'aurait idée de dire on va s'occuper de la pathologie bucco-dentaire des personnes pour essayer de jouer. Or maintenant, le mot prévention est devenu quelque chose d'important dans les maladies neurodégénératives. Et j'y crois beaucoup parce que
Malheureusement, on va pas détailler les choses, et puis j'ai pas beaucoup de temps. Il faut m'arrêter, hein. C'est que peut-être les espoirs thérapeutiques médicamenteux sont peut-être limités, mais je pense qu'il y a probablement beaucoup de choses à développer au niveau de la prévention. Et aujourd'hui, c'est pas aberrant de dire que prévention de la maladie d'Alzheimer et de dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de prévenir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer et qu'il est important de voir. De l'autre côté des aidants, et plus d'aidants, c'est bien entendu, et je remercie Madame Martin de sa présentation. Elle a fait un panorama très complet de la problématique des aidants. J'insisterai, moi, sur alors, une problématique qu'elle a bien détaillée également avec des effets positifs de l'aide. On a souvent qu'une vision négative. Bon, je rappelle quelques travaux, y compris de mon équipe, qui avaient montré cette courbe en J, où au début, on rendait service à ses parents, à son conjoint, etc. Donc c'était quelque chose qui était valorisant. Et puis au fur et à mesure de la maladie, on voit la souffrance et le fardeau, le burden s'accentuer. Ça, c'est très, très important. Alors, d'un point de vue sanitaire pur, le retentissement, elle a évoqué sur le plan psycho-affectif, mais aussi sur les maladies organiques. Les aidants de personnes présentant des maladies neurodégénératives ont plus à risque de faire des maladies cardiovasculaires, par exemple. C'est tout à fait bien étayé et bien démontré. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix développer. C'est pas une histoire nouvelle. Moi qui suis un vieux monsieur maintenant, en 1984, j'avais participé aux Assises nationales des personnes âgées. Aucun d'entre vous n'était né. Martine, peut-être. Et j'ai un doute quand même, j'ai un doute. Mais il y avait eu ce slogan, il faut aider les aidants. Et c'était quasiment la première fois qu'on commençait à employer ce terme, aider les aidants, et c'est toujours d'actualité. Et c'est toujours d'actualité. Et je vous assure que moi, je travaille à la RS, mais c'est très important tout ce qu'on fait. C'est très important de le développer. Et je pleure quand j'ai encore des coups de téléphone de gens qui m'appellent parce qu'ils se souviennent de moi, etc. Et qui me demandent de l'aide parce qu'ils ne trouvent pas la structure qui peut les prendre en charge. Et ça, je bats ma culpe, hein. J'assume la responsabilité que j'ai pu avoir pendant les 15 dernières années. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment continuer à ça et continuer en essayant d'innover, en essayant de trouver les moyens c'est pas toujours des moyens financiers, hein. C'est pas toujours des moyens financiers, mais des moyens pour pouvoir essayer de répondre aux besoins et à la demande des patients et de leurs aidants. Et ça, comme toujours, alors ça c'est ma casquette d'épidémiologiste, il faut aussi évaluer et montrer que ça sert. Parce qu'à ce moment-là, on a l'ensemble des arguments pour pouvoir faire financer les choses. Alors donc, entre les deux, santé bucco-dentaire et dents, il y a eu toute une série d'interventions tout à fait passionnantes, des choses que j'ai apprises sur la télé-réadaptation, je ne connaissais pas. Donc, c'est l'utilisation de nouvelles techniques et ça me semble important. Et je crois qu'on peut essayer de développer au maximum. Moi, je suis un chaud partisan pour qu'on essaye d'avoir le maximum d'expérimentation. La seule chose que je demande, c'est qu'on l'évalue. Qu'on ne fait pas simplement chez 4 patients chez qui ça s'est bien passé. OK, c'est un point de départ peut-être, mais on essaye de structurer ces éléments-là et on essaye on les évalue pour pouvoir s'apercevoir si oui ou non ça apporte un intérêt pour les patients, pour la société, etc. Les UCC mobiles, alors les petits camarades de Bretonneau, je les connais bien. Les UCC mobiles, c'est à l'époque, j'avais demandé justement ça y est, j'ai un trou de mémoire, Olivier Drunat, parce que je pense que les UCC en soi méritent vraiment une réflexion un peu plus complète sur leur évolution. Sur leur évolution, vous savez que ça a été créé, les UCC, unités cognitivo comportementale. Merci. Non, c'était une blague parce que ceux qui ne me voient pas, mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai entendu comportementaliste.
Donc, ces unités-là ont été inventées dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 et qui était quand même une très bonne idée, qui était une solution à un problème énorme de la prise en charge de ces patients, c'est les troubles du comportement. Prendre en charge des problèmes mnésiques tout en sachant que on n'a pas beaucoup de solutions thérapeutiques, mais quand il n'y a pas de troubles du comportement, c'est vivable à domicile. Quand il y a des troubles du comportement, quand on est dans ce type de situation-là, on est dans des difficultés énormes et nos services hospitaliers, nos consultations de médecine libérale ne sont pas adaptés pour pouvoir prendre en charge ces troubles-là. Donc, s'occuper de ça avec des unités spécialisées que sont les UCC, c'est une très bonne chose. Et je trouve que ça rentre toujours dans l'évolution des choses, si j'ai bien compris, avec l'UCC mobile, c'est de pouvoir continuer à domicile et de pouvoir avoir des équipes qui se déplacent. Alors après, c'est le maillage du territoire. C'est comment on s'organise au niveau du territoire pour pouvoir répondre aux besoins des personnes, pouvoir répondre à travers les centres de ressources territoriaux. Il faut pouvoir faire les choses, et j'ai bien aimé également les propos, ainsi que ceux qui ont été faits par les filières de soins palliatifs, qui sont tout à fait très intéressants. Et moi, un des problèmes que j'ai là, c'est qu'il faut, je le dis en tant que conseiller du DG, mais en tant que Joël Ancry, médecin, c'est attention à trop saucissonner, pardon. Et donc, ce qu'il faut, c'est que tout le parcours de vie, à partir moi, je disais toujours à l'époque, s'occuper d'Alzheimer, s'occuper d'un patient et de son aidant, un couple. L'aidant pouvait être l'enfant, le conjoint, la grand-mère, ce que tu veux, mais c'était un couple, et ça tout au long d'une vie. Face à une problématique, c'est des maladies qui sont d'évolution relativement lente, surtout si on arrive à prévention secondaire, voire prévention tertiaire, à éviter des épisodes catastrophiques avec justement des troubles du comportement ou d'autres choses. Ça peut être aussi des fractures, ça peut être aussi un certain nombre de choses. Et donc, on accompagne toute la vie et qu'on mette nos structures en permanence pour pouvoir répondre aux besoins en avançant dans le temps. Et ça, je crois que c'est très, très important. Et c'est vrai que quelquefois, il ne faut pas donner l'impression qu'on a saucissonné un peu les choses. Donc, filière de soins palliatifs, tout ça au niveau territorial. Qu'est-ce que j'ai noté? Les EHPAD, les services à domicile. Bien entendu, un élément qui est essentiel, et ça a été dit par une des intervenantes, qualité de vie. Moi qui vais finir sur mon dément, j'aimerais, je vous le dis comme ça, vous pourrez transmettre, j'aimerais, si on peut rien faire encore quand je le saurai, mais de pouvoir conserver une qualité de vie et de pouvoir, alors ça c'est mon dada, continuer à être autonome, même si je deviens dépendant. Autonome, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, avoir la capacité à gérer mes choix. Après, on voit. Bon, voilà ce que je voulais dire en conclusion, pardon, je deviens dément tout de suite. Et donc, moi, je vous remercie, c'était très intéressant. Et je n'ai pas perdu mon après-midi, j'en suis content. Merci beaucoup, Joël Ancry, pour cette conclusion. Merci à tous les intervenants, et merci à tous aussi de votre participation à ce webinaire. Donc, le webinaire, vous pourrez l'avoir en replay. Il y aura le lien sur le site de l'agence d'ici quelques temps, bientôt, normalement. Voilà. Merci. Et puis, au prochain webinaire d'ici un an. Au revoir.